Ça montre quelque chose qui est plus subtil des fois, le reste du temps, mais là, c'est pas subtil du tout. Les personnes, parfois, ont tellement peur de devoir revisiter leur expérience de façon différente qu'elles vont nous la donner telle qu'elle, sans la bouger, sans la toucher, et de façon tout à fait désordonnée, avec de toute façon un enfant ça fait ça, de toute façon un parent ça devrait faire ça, de toute façon pour bien faire il faut faire ça, dans telle situation il faut faire ceci, dans une autre situation il faut faire cela, et comme s'il n'y avait pas d'alternative. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'ai envie de parler des innombrables conseils qu'on reçoit sur le chemin qui mène à la naissance de son premier enfant. Il y a vraiment tous les gens qui ont déjà des enfants et même ceux qui n'en ont pas, qui vont, en apprenant qu'on attend un enfant, nous déverser tous les conseils dont ils disposent pour s'acquitter d'une sorte de rôle qu'ils sentent devoir jouer. Il y a un truc comme ça, il y a une sorte de mission qui se prend soudainement de la personne en face qui va prodiguer des conseils comme si vraiment, on en avait besoin. Alors, c'est pas moi qui vais contredire ce besoin de conseils puisque j'ai tourné quelques interviews avec des personnes à qui j'avais envie de demander conseil et la différence justement c'est bien ça, c'est l'élan que je vais avoir ou pas à recevoir les conseils des personnes. Mais généralement les personnes, avant même qu'on ait fini de dire nous attendons un enfant, vont passer directement à des questions toutes faites comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on lui dit c'est quoi ton prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et après on voit ce qui se passe et on essaie de se trouver des points communs. Et là en l'occurrence c'est on attend un enfant, et là il y a généralement une phrase qui est tout à fait contradictoire dans les termes puisque c'est pas à chaque fois formulé de cette façon-là précisément, mais pour résumer ce qu'on entend c'est courage, c'est que du bonheur. Et donc dans ce courage, il y a toute la douleur et toutes les frustrations vécues, toute la dureté en fait, toute la saturation du fait d'être parent tout le temps, sans s'arrêter, d'avoir des enfants tout le temps, enfin un enfant ou plusieurs, que ça en continue en fait, que ça n'arrête jamais. Et ça a l'air d'être un sujet vraiment. Et puis il y a c'est que du bonheur parce que je sais pas, ça a l'air en tout cas de combler une sorte de vide d'une certaine façon, ce qui est pas non plus la façon dont moi je vais projeter les choses. Mais étant donné que justement je suis très mal placé pour dire ça, puisque moi je suis de mon côté en train de m'exprimer sur quelque chose que je connais pas et qu'en plus de ça je trie les conseils qu'on me donne. Mais en fait je vais revendiquer ça dans cet épisode. Je vais revendiquer mon droit à me sentir inspiré ou non par les conseils qu'on me donne, et la plupart des conseils qu'on me donne, ils sont vides comme des coquilles de noix. C'est-à-dire que les gens, en fait, sont dans un mode un petit peu second, en train de balancer de façon automatique tous les trucs qu'ils ont sur le sujet sans vraiment chercher à être cohérent, ni aidant, ni soutenant. C'est comme si c'était là pour éloigner l'intensité de ce que je suis en train de vivre, je dirais ça. Intuitivement, c'est un peu comme ça que je le vis. C'est-à-dire que la personne voudrait, s'il te plaît, ne me fais pas le cadeau de me partager l'intensité que tu es en train de vivre. Moi, je suis passé à autre chose et j'aimerais ne pas revenir à cet endroit de tous les possibles puisque maintenant je sais ce que j'en ai fait. Et comme je sais ce que j'en ai fait, c'est quand même plutôt brutal de me proposer de revenir à l'endroit où j'aurais pu faire d'autres choix. Je sais pas, hein, c'est sans doute beaucoup de projections que je fais en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu d'empressement, je trouve, à donner des conseils dont j'ai pas demandé du tout à ce qu'ils soient formulés. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un qui, pour ne pas écouter ce que tu as à dire, va parler de ce que lui connaît plus fort que toi ? Ça arrive régulièrement. Et de cette manière, en fait, cette personne sature l'espace sonore parce qu'en fait, quand une personne et une autre s'expriment en même temps au niveau sonore, ça fonctionne pas. Au niveau du non-verbal, on peut combiner des postures et des langages dans le non-verbal qui peuvent être très forts et très opposés, et on aura une scène qu'on pourra lire en tant que spectateur et qui sera intéressante. Mais si deux personnes se mettent à parler en même temps, ça devient une cacophonie, et donc l'espace sonore, quand il est occupé par une personne,
peut très difficilement être occupé par une autre personne en même temps. Ça demande ensuite d'avoir une agilité de communication, une agilité de dialogue qui fait que chacun a son espace pour prendre la parole et exprimer ce qui est juste pour lui, son élan, ce qui est là, quoi, ce qui est présent, ce qu'il ressent. Et donc du coup, il y a vraiment ce truc-là, celui qui va occuper l'espace communicationnel en parlant va avoir le dessus sur ce qui se dit ou pas. Et même à des moments, il peut prendre la parole simplement pour que l'autre ne s'exprime pas. Ça arrive généralement dans les débats politiques où les personnes ne comptent pas changer d'avis en cours de route. Ils sont là pour contrer les arguments de la personne en face de manière à ce que le spectateur puisse se dire « Ah, tiens, un tel a raison par rapport à lui ». Deux personnages politiques qui se rencontrent vont soi-disant débattre. Mais en fait, le but du jeu, c'est que chacun défende sa position et quand ils sortent, il n'y a personne qui a changé d'un centimètre. Bien sûr, si on met entre parenthèses le fait que derrière, si ça se trouve, ils sont copains et ils ne pensent pas une seule seconde. Les deux argumentaires qu'ils déroulent avec des éléments de langage déjà tout préparés et une sorte de récit bien rodé. Est-ce qu'ils y croient, est-ce qu'ils y croient pas, ça je sais pas. Mais par contre, le principe du débat, c'est des personnes qui vont essayer de monopoliser le dialogue, si bien qu'il y a des temps de parole d'ailleurs qui sont mis en place pour essayer de réguler ça. Parce que, en fait, débattre tel qu'on nous le montre médiatiquement du moins, c'est juste une cacophonie régulée, quoi. C'est un peu ça le truc. Et donc, j'en reviens à mes moutons. Quand je rencontre quelqu'un et que moi, je mets au centre de la table mon expérience de papa Schrödinger en disant tout simplement « j'attends mon premier enfant », sans dire « on va passer une heure à parler de ça et moi je vais te dire ce que j'en pense et toute ma vulnérabilité et tout. » Non, ça je le fais sur le podcast et puis tu vois, si t'es là en train de m'écouter, c'est que t'as choisi de le faire. Mais généralement, je vais rester avec les interlocuteurs, surtout les personnes que je croise très rapidement, je vais rester très informationnel, j'attends mon premier enfant. Et bien, sitôt que j'ai prononcé cette phrase, la personne en face, bien souvent, c'est une réaction que je croise régulièrement, va se mettre à parler de son expérience pour que son expérience soit la seule disponible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un comportement qui a lieu dans le reste de la vie, mais dans cette situation-là précise, c'est vraiment très visible. Ça montre quelque chose qui est plus subtil des fois, le reste du temps, mais là, c'est pas subtil du tout. Les personnes, parfois, ont tellement peur de devoir revisiter leur expérience de façon différente qu'elles vont nous la donner telle qu'elle, sans la bouger, sans la toucher, et de façon tout à fait désordonnée, avec de toute façon un enfant ça fait ça, de toute façon un parent ça devrait faire ça, de toute façon pour bien faire il faut faire ça, dans telle situation il faut faire ceci, dans une autre situation il faut faire cela, et comme s'il n'y avait pas d'alternative. Parce que la personne ayant mis ses œufs dans ce panier-là, elle veut pas croire qu'il y ait d'autres façons de faire les choses, parce que ce serait trop violent en fait de remettre du doute à cet endroit-là et de revisiter ce qui a été fait, parce que c'est fait. Et comme c'est fait, le fait de le revoir avec cette énergie de tout est possible, c'est presque quelque chose de violent en fait pour la personne en face. Donc je respecte ça, mais je voulais juste mettre le doigt sur ce principe-là, cette espèce de réaction vraiment très vive et qui donne une logorée assez déstructurée et qui peut parfois même virer à l'absurde et être vraiment rigolote avec des phrases cultes du style justement courage, c'est que du bonheur. Il y a des personnes qui l'ont dit plusieurs fois, cette phrase-là. Courage, c'est que du bonheur. Et c'était pas un trait d'humour. C'était pas complice. C'était pas un trait d'esprit. C'était vraiment quelque chose qui sortait comme ça pouvait, sans que la personne réalise à quel point c'était absurde de le dire comme ça. Mais c'est vrai que ça résume bien la situation, hein. J'ai l'impression que c'est à peu près la quintessence, justement, des échanges un peu stériles. Finalement, c'est ce truc-là de courage, c'est que du bonheur. Et donc du coup, je voulais partager ça avec toi parce que j'ai l'impression que ce que je touche du doigt dans les échanges, parce que c'est ce sujet-là et que ça se voit plus, finalement, c'est comme si c'était un principe que je peux dorénavant voir lorsqu'il va être utilisé par mon interlocuteur ou quand moi je vais l'utiliser, je vais pouvoir voir que je fais ça. Parce que je me sors pas d'affaire en disant que moi je le fais jamais, hein. Je dis juste que, tiens, les humains, quand ils ne veulent pas aller dans leur vulnérabilité, quand ils ne veulent pas que leur récit soit atteint, vont asséner leur récit de façon complètement déstructurée en monopolisant la parole de manière à ce qu'il n'y ait que leur récit d'accessible et qu'il n'y ait pas de contradiction possible, de nuance ou d'alternative. Voilà.
J'ajoute pour finir que les personnes qui vont me donner leurs conseils, évidemment, comme je suis débutant, c'est quelque chose que j'ai envie d'écouter. Je me dis, tiens, ces personnes sont plus expérimentées que moi, donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me dire, tiens, moi qui suis pas expérimenté, mais je suis content parce que j'ai appris à connecter mon centre avant de devenir parent. J'ose pas imaginer ce qu'aurait fait le Mathieu qui, à 20 ans, aurait eu un enfant. Si j'avais été papa à 20 ans, je pense que j'aurais fait l'inverse de tout ce qu'on m'aurait dit, juste par esprit de contradiction, parce que c'est comme ça, parce que je supportais pas les gens, je supportais pas d'être un humain, et que donc du coup j'aurais même pas supporté d'être un père. Et tous les conseils qu'on m'aurait donnés pour faire ça de façon normale, moi je pense que j'aurais fait l'inverse, et que j'aurais accueilli mon enfant dans une relative marginalité, ou dans une marginalité complètement apparente, et que cette marginalité, ça aurait été une marginalité excluante, étouffante, quelque chose de malheureux, de à moitié dépressif, et ça n'aurait pas été vraiment adapté à l'accueil d'un enfant. Donc je me félicite d'avoir attendu tout ce temps-là, et je trouve ça super de le faire maintenant, parce que j'ai mon centre, et quand j'entends des conseils, eh bien je sais s'ils sonnent juste pour moi ou pas. Ça veut pas dire que les personnes n'ont pas le droit d'utiliser ce qu'elles me disent qu'elles font, c'est super pour elles, mais moi, il y a des conseils que j'entends qui ne sonnent pas juste pour moi. Si j'applique bêtement ce qu'on me dit et que je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, ça va pas avoir la même portée, ça va pas donner la même chose que si jamais la même chose, je le fais avec cœur, avec passion, parce que ça a du sens pour moi et puis parce que j'ai compris ce que je pouvais en faire et que ça me ressemble et que donc du coup, cet ingrédient-là, avec moi, il fonctionne. D'autres ingrédients avec moi ils fonctionnent pas, puis voilà, c'est comme ça, et je le sens maintenant, donc je peux faire référence à mon centre, et quand on me donne des conseils, ce centre, lui, il prend, il trie. Ça je prends, ça je prends pas, ça je verrai, ça je vais creuser, ça je vais voir s'il n'y a pas une alternative, parce que c'est intéressant comme sujet mais je le ferai pas comme ça, etc., etc. Donc du coup je suis hyper content de sentir cette justesse en direct qui est en train de faire le tri entre les trucs à creuser, les trucs, parce que sinon on est envahi et on peut plus du tout avoir du temps pour soi, et je compte bien continuer d'être moi malgré tout. Donc et puis c'est bien ça que j'ai envie d'offrir à mon enfant, le fait d'être moi, le fait d'être en lien avec qui je suis, et puis de célébrer la vie que je suis aussi, de pas simplement avoir des yeux de merlan frit en le regardant et en disant la vie elle est là. Non, non, la vie moi aussi je l'incarne, moi aussi j'en fais partie, et moi aussi elle passe à travers moi. Et donc du coup je compte offrir le fait que ce soit visible, que moi je suis en train de vivre depuis mon centre, je prends les éléments qui m'arrivent et puis je les trie et puis je fais des trucs, et c'est pas forcément parfait, mais simplement c'est juste pour moi de les faire comme ça, et de me tromper comme ça, et de réessayer comme ça, et de tenter comme ça, et de chercher, de tâtonner comme ça. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant pour toi qui m'écoutes, si jamais tu attends ton premier enfant, je te donne un conseil du coup. Courage, c'est que du bonheur. Non mais il y a vraiment, ouais voilà, je suis en totale innocence sur le statut de père, ça c'est sûr, mais par contre, en termes d'écoute de soi, j'ai dû faire, par la force des choses, un travail qui fait que je suis pas parfait, mais par contre, j'ai une certaine communication interne qui est assez fluide, et je peux prendre le micro sans avoir rien prévu, et puis c'est plus ou moins intéressant pour toi, ça c'est sûr. Par contre j'ai l'impression que voilà, c'est assez fluide dans la manière d'être exprimé, même si c'est un peu désorganisé, mais ça voilà, c'est comme ça que j'aime bien faire les choses, en arborescence, de façon un petit peu feu d'artifice, et puis c'est comme ça que ça sort, et je compte pas lutter contre ma nature, j'ai bien envie de la laisser s'exprimer de façon joyeuse. Donc là j'espère t'avoir justement donné un aperçu de ce que ça fait d'être à chaud en train de parler d'un sujet qui nous passionne sans le maîtriser pleinement, et en ayant un mélange d'arrogance, de passion, de cœur, d'humilité, de bienveillance et de curiosité. Voilà, c'est à peu près ça, c'est le cocktail que moi je te propose, et c'est celui que j'aime bien vivre en ce moment, puis ça pourra bouger, pour l'instant c'est ça. Je conclurai en disant que cet enfant, je ne compte pas sur lui pour remplir le vide que j'aurais à combler dans ma vie. Ça veut pas dire que je ressens pas de vide, ça veut pas dire que j'ai pas envie de le combler, ça veut dire que quand je sens que j'ai envie de combler le vide, je suis plutôt gêné par ça. Donc j'ai pas envie de le faire de façon... j'ai pas envie de combler le vide avec mon enfant, c'est pas le but. Le but c'est de rencontrer quelqu'un, et puis de voir ce que ça fait de passer par cette expérience-là, et c'est de faire que la vie qui passe à travers moi puisse aussi faire l'expérience de la paternité, et que je vois ce que ça fait émerger comme découverte. Et c'est pour ça que je te les partage avec autant de cœur.
Je te laisse réagir en commentaire, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!